Le Conseil des ministres examine et adopte plusieurs projets de décrets et de loi lors de sa réunion hebdomadaire, dont un portant sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Clôture de la session parlementaire extraordinaire consacrée à l'approbation de la déclaration de politique générale du gouvernement. Le ministère de l'Intérieur et la HCR Mauritanie organisent un atelier de consultation sur le plan d'action du HCR pour la Mauritanie de la période 2025-2026. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Avant de passer au développement des titres, nous vous informons que les journaux télévisés en arabe et en français retrouveront leurs heures habituelles de diffusion, c'est-à-dire 20 h pour le journal télévisé en arabe et 21h30 pour le journal télévisé en français. Je vous le disais donc en titre, le Conseil des ministres est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté deux projets de décret. Projet de décret modifiant le décret relatif aux attributions à la composition et à l'organisation du Comité national de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le présent projet de décret a pour objectif de rendre plus opérationnel le Comité national de pilotage en le recrutant et en réduisant le nombre de ses membres de 20 à 13 pour faciliter ainsi la tenue de ces sessions. Ce changement permettra également de restructurer le comité technique et de garantir la représentation de toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, la société civile et les représentants du gouvernement en tenant en compte tous les aspects liés à la lutte contre la corruption, en particulier la prévention et la sensibilisation dans le but d'établir une culture de l'intégrité, de la transparence et du respect du bien public. Le second projet de décret porte approbation du statut de la chaîne El Ousra. Ce projet vise à ratifier les statuts de cette société conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret numéro 2024-075 du 15 mai 2025 qui prévoit la création d'une chaîne nationale de communication audiovisuelle dénommée Chaîne El Ousra. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté une communication relative à l'évolution du portefeuille des grands marchés pour la période allant du 29 avril au 31 août 2024. La présente communication informe le gouvernement sur l'état d'avancement des grands projets et programmes de développement durant cette période. Elle entre dans le cadre du mécanisme de suivi méthodique et rapproché initié en septembre 2023 sur instruction du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans le but d'en améliorer l'exécution. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté une communication relative aux résultats définitifs du 5e recensement général de la population et de l'habitat.
organisée durant la période allant du 25 décembre 2023 au 8 janvier 2024. Cette communication vise à présenter les résultats définitifs des données primaires après leur traitement et leur révision. Elle marque ainsi le début du processus de présentation et de diffusion des différentes publications qui découlent du 5e recensement général de la population et de l'habitat, dont l'analyse montre que la population totale de la Mauritanie en 2023 est de 4 927 532 habitants, alors qu'elle ne dépassait pas 3 537 368 habitants en 2013, ce qui représente un taux d'accroissement annuel de 3,1%. Nous vous laissons avec quelques images du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. En marge du Conseil des ministres, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Hussein Ould Meddou, et son homologue de l'économie et des finances, Ahmed Ould Bou, ainsi que la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Savia Mintan Taha, ont commenté lors de la traditionnelle conférence de presse les résultats du Conseil des ministres que vous pourrez suivre en intégralité dans nos prochaines éditions. L'Assemblée nationale a donc clôturé sa session extraordinaire après l'approbation de la politique du gouvernement. Suivons ensemble cet extrait de Yedali Fall. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabiyyi al-Karim. As-Sada al-Wuzara. Messieurs les ministres, collègues, députés, frères, sœurs, aujourd'hui, nous clôturons notre première session parlementaire extraordinaire pour l'année 2023-2024, dans le contexte de la poursuite des attaques sionistes barbares contre notre peuple en Palestine, causant des dizaines de milliers de martyrs, de blessés et de disparus, au milieu d'une incapacité mondiale à les arrêter et à demander des comptes à ceux qui en sont responsables. Ces attaques sont entrées dans une phase sans précédent dans l'histoire du piétinement des lois, de la morale, du droit international et du droit humanitaire international, dans un effort pour rééditer la Nakba une fois de plus et dans une tentative désespérée de déplacer
de force des Palestiniens de leur terre, la terre des messagers et des prophètes, au Beit el-Maqdis, la mosquée sacrée, et les environs de Beit el-Maqdis, où se trouve la première des deux Qibla et la troisième des deux saintes mosquées où Isra se termine, où le Miraj commence. C'est l'occasion de faire un appel, plutôt un cri d'alarme, une nouvelle fois à la conscience de l'humanité, pour faire cesser ces massacres incessants qui menacent la paix et la sécurité dans toute la région. Chers collègues députés, cette session a été marquée par la présentation par le Premier ministre de son programme devant l'Assemblée nationale, engageant la responsabilité du gouvernement sur ce programme. Vous avez suffisamment débattu ce programme et accordé la confiance au gouvernement par un vote à bulletin secret, concrétisant ainsi la volonté des représentants du peuple, en plus de celle du président de la République. Par le pourcentage sans précédent avec lequel vous avez adopté la déclaration de politique générale du gouvernement, qui traduit fidèlement le programme de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, c'est la base duquel le peuple l'a choisi. Vous confirmez votre volonté d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des grandes réformes contenues dans cette déclaration, notamment la lutte contre la corruption. Chers collègues députés, vous avez également adopté au cours de cette session 2 textes importants dont la consécration ne manquera pas de contribuer au renforcement de l'état de sécurité, de justice et des droits de l'homme. À cela s'ajoute le projet de loi portant code de l'hydrogène vert, dont nous espérons qu'il donnera à notre pays l'avantage d'exporter l'énergie vers le marché mondial grâce à son positionnement géographique et aux grandes opportunités qu'il offre dans ce domaine. Je ne peux manquer en cette circonstance de vous remercier pour le sérieux et la responsabilité que vous avez manifesté tout au long des journées de cette session. Vous souhaitant d'heureuses vacances avant un bon retour pour poursuivre vos activités parlementaires conformément au calendrier constitutionnel prévu pour bientôt, Inch'Allah, pour la tenue de la session budgétaire. Enfin, en application de l'article 53 de la Constitution et de l'article 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et du décret dont lecture vient de vous être faite, je déclare close par la baraka d'Allah la première session extraordinaire de l'année parlementaire 2023-2024. Je vous remercie. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale qui a adopté hier le projet de loi prévoyant la création d'un tribunal spécialisé pour lutter contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic des migrants. Le projet de loi vise à atteindre les objectifs et principes liés à la bonne administration de la justice et à garantir une plus grande efficacité dans le traitement des questions d'esclavage, nous dit Bokar Baylaba. Défendant le projet de loi, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Abdallah Hulbeya, a déclaré que celui-ci vise à atteindre un ensemble d'objectifs et de principes liés au bon fonctionnement de la justice et assurer une plus grande efficacité dans le traitement des affaires d'esclavage, de traite des personnes et de trafic illicite de migrants, en introduisant certaines réformes dans le nombre, la composition et le fonctionnement des juridictions chargées de la lutte contre l'esclavage et les pratiques esclavagistes. Il a souligné que l'application effective de la loi numéro 2015-031 qui incrimine l'esclavage et réprime les pratiques esclavagistes a révélé des insuffisances et des lacunes qui limitent son efficacité qu'il convient de traiter et de surmonter. Le ministre de la Justice a indiqué que les réformes proposées visent à créer une juridiction spécialisée à compétence nationale afin d'atteindre plusieurs objectifs, notamment l'harmonisation du système judiciaire national pour faire face aux phénomènes évoqués. Dans leurs interventions, les députés ont souligné l'importance de lutter contre tout ce qui peut porter atteinte à la cohésion et à l'unité de la société, en mettant en garde contre la nécessité de mettre à jour les textes juridiques chaque fois que la pratique en démontre le besoin. Ils ont également abordé la nécessité de réduire la période d'attente pour les décisions judiciaires relatives aux affaires d'esclavage, de renforcer la stabilité professionnelle de l'organe judiciaire chargé de la lutte contre l'esclavage et de lui fournir une formation continue, de clarifier la relation professionnelle entre le parquet au niveau géographique du crime et le parquet compétent, ainsi que la question du vote consultatif. Au terme des discussions, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant
création d'une juridiction spécialisée dans la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bomb Megued, accompagné du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Hussein Ould-Mejdou, a procédé à l'inauguration de la mosquée de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée a coupé ainsi le ruban symbolique marquant le début des prières dans cette mosquée. Le questeur de l'Assemblée nationale, Baba Ahmed Babou, a expliqué que la construction de cette mosquée comble un vide important dans le nouveau bâtiment de l'hémicycle qui, dans son plan initial, ne comportait pas de mosquée vide qui était temporairement comblée par l'utilisation de l'un des halls comme salle de prière qui souvent ne permet pas d'accueillir le nombre de fidèles, y compris les députés, les travailleurs et d'autres personnes. La mosquée peut accueillir plus de 200 fidèles et est construite sur une superficie de plus de 150 mètres carrés. Cette mosquée construite suivant les normes de qualité requises comprend des annexes dont un lieu pour les ablutions et un autre pour la bibliothèque. L'inauguration de la mosquée s'est déroulée en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale et parlementaire. La suite de ce journal avec la clôture de cet atelier à Nouakchott pour préparer les plans de travail des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle et la carte scolaire. La rencontre visait de développer une méthodologie qui sera adoptée pour former les étudiants en fonction des besoins du marché du travail. Un autre atelier a été organisé aujourd'hui. Il s'agit d'une consultation sur le plan d'action du HCR pour la Mauritanie pour la période allant de 2025 à 2026. La rencontre a débuté aujourd'hui. Elle est organisée en collaboration entre le ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local et la HCR Mauritanie, l'objectif étant de créer un environnement durable et inclusif qui bénéficie à la fois aux réfugiés et aux communautés d'accueil pour créer une prospérité partagée. Bokar Baylaba nous en dit davantage. Cette rencontre de consultation a pour objectif de mettre un cadre durable et inclusif qui bénéficie à deux entités, les réfugiés et les communautés d'accueil, le tout dans un environnement créant une prospérité partagée. Et à l'ouverture des travaux de l'atelier, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Abdelrahman El-Hassan, a déclaré que toutes les stratégies du gouvernement pour une réponse humanitaire réussie ont impliqué une planification proactive et une coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les autorités locales. Cette approche coordonnée permet au gouvernement de répondre aux besoins immédiats des réfugiés tout en planifiant leur intégration à long terme. Il a souligné l'engagement de la Mauritanie à renforcer les partenariats avec la communauté internationale et les partenaires techniques et financiers pour assurer la réalisation de ces objectifs dans l'intérêt du peuple mauritanien et des réfugiés. Ainsi, le HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a salué le niveau de coopération entre la Mauritanie et l'organisation dans tous les domaines liés aux affaires des réfugiés. Il y a aussi des avances importants avec les engagements des bailleurs de développement, surtout la Banque mondiale. Il faut aussi mentionner le BMZ, GIZ, le partenariat qui s'appelle le ProNexus, aussi COICA et bien sûr l'Union européenne. Quand on parle de la Banque mondiale, il y a un investissement à peu près de 68 millions à Rojali, qui nous permet d'avancer dans dans 4 secteurs, dont santé est un secteur très très important. Grâce à cet investissement fait par la Banque mondiale, un hôpital de Bassikounou, avec une performance beaucoup plus améliorée avec le soutien de ce financement. Je termine ici avec les avances.
Vous voyez, c'est des avances importantes vis-à-vis des autres comptes dans le monde et les situations réfugiées. Vous pouvez être vraiment fiers, les Mauritaniens, de tout ce que vous avez réussi à faire. À son tour, le coordinateur du camp d'Amerra pour les réfugiés maliens, Mohamed Agmaleha, a appelé tous les partenaires à aider la Mauritanie à supporter le fardeau de cette situation. A rappelé que l'atelier a rassemblé des représentants des secteurs gouvernementaux, des Nations Unies, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile actives sur le terrain humanitaire. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de révision et d'examen des programmes économiques et sociaux de la Mauritanie soutenus par le Fonds monétaire international. C'est un compte-rendu de Yedali Fall. Réviser et examiner les programmes économiques et sociaux de notre pays soutenus par le Fonds monétaire international, tel était l'objectif de cet atelier. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, M. Yacoub Ahmed Aïche, a indiqué que la Mauritanie s'est engagée dans des réformes structurelles pour bâtir une économie forte, résiliente et durable, afin de répondre aux aspirations légitimes et croissantes des citoyens. Lors de sa réunion du 19 décembre 2023, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a déclaré que ce programme de réformes économiques de la Mauritanie, soutenu par les accords de facilité élargie de crédit et de facilité élargie d'emprunt avec les fonds, vise 4 axes qui sont le maintien de la stabilité macroéconomique, le renforcement du cadre de la politique budgétaire et monétaire, la consolidation des bases d'une économie durable et inclusive et la lutte contre la pauvreté, a ajouté le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. De son côté, le gouverneur adjoint de la Banque centrale de Mauritanie, M. Boumediene Oultaï, a déclaré que le partenariat solide entre la Mauritanie et le FMI et le soutien continu des partenaires de développement vont permettre d'édifier une économie plus solide et de favoriser une croissance plus rapide, plus durable et plus inclusive. Il a appelé à saisir cette opportunité pour jeter les bases d'un avenir où la stabilité économique va de pair avec un développement inclusif et une transition environnementale réussie. Le programme de facilitation de la résilience et de la durabilité axe le renforcement de la capacité d'adaptation au choc climatique et la transition vers une économie verte et durable. Cette intégration de l'économie doit reposer sur une approche globale pour relever les défis économiques, socio-environnementaux auxquels notre pays est confronté et ouvrir ainsi la voie à une prospérité à long terme. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine ou le Cheikh Ahmed, a présidé aujourd'hui au siège de l'Union une séance de travail avec les membres de la délégation du groupe de la Banque mondiale en visite dans notre pays, conduite par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, et le vice-président de l'Association financière de l'Institution financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimata. Bokarbelaba. En début de la séance, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine Cheikh Ahmed, a d'abord souhaité la bienvenue à la délégation de la Banque mondiale et a salué l'ouverture du bureau de la Société financière internationale en Mauritanie. Ensuite, il a évoqué le rôle important joué par le secteur privé mauritanien, représenté par l'Union nationale du patronat mauritanien dans le développement du pays. Pour l'Association financière internationale, le secteur privé joue un rôle crucial dans le développement économique de la Mauritanie. Nous avons échangé sur les différents types d'interventions que nous pourrions avoir ici, comment augmenter nos engagements, augmenter nos opérations, avoir plus d'impact et collaborer notamment sur les questions de dialogue entre le secteur privé et le secteur public, puisque pour que le pays se développe, il faut que les deux parties de l'économie travaillent main dans la main et que le secteur public aide le secteur privé à avoir un cadre de travail où le secteur privé peut investir, peut créer de l'emploi, peut créer de l'activité économique. J'ai été très heureux d'entendre de la part du président que l'Union du patronat a également étendu son champ d'action avec des interventions au niveau des jeunes, au niveau des femmes et je comprends aussi au niveau de la santé, au-delà des différents secteurs que vous couvrez déjà. Et je pense que c'est un développement très utile que nous voulons également soutenir.
A noter que le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana, et le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, sont en visite en Mauritanie depuis le 9 septembre. Une visite de nature à réaffirmer l'engagement du groupe de la Banque mondiale à soutenir les priorités du développement économique et social de la Mauritanie. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a lancé aujourd'hui à Nouakchott des cours de formation pour renforcer les compétences techniques des agents du Centre de protection civile et d'intégration sociale des enfants. Ces formations visent à améliorer la réactivité des travailleurs aux besoins des enfants à risque. Moussa Ndiaye. L'objectif de cet atelier de renforcement des capacités des cadres et techniciens du Centre de promotion et d'intégration sociale des enfants relevant du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille est de répondre avec efficacité aux besoins des enfants et victimes de la traite des êtres humains. Cette initiative représente une avancée importante dans nos efforts pour renforcer la protection des enfants en mobilité et victimes de traite en Mauritanie. Permettez-moi d'exprimer au nom du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille notre profonde gratitude à l'Organisation internationale pour les migrations, à l'Union européenne et au gouvernement italien pour le soutien indéfectible à travers le programme régional pour le développement et la protection de l'Afrique du Nord. Je rappelle que cette formation a pour objectif de renforcer les compétences techniques de notre personnel afin d'améliorer l'identification et la prise en charge des enfants à risque ou victimes de traite au sein du CEPIS. Notre mission ne se limite pas à mettre ces enfants en sécurité. Il s'agit aussi de comprendre leurs besoins spécifiques et d'intervenir de manière adaptée avec respect et dignité. C'est en développant ensemble nos compétences que nous pourrons mieux servir les enfants qui comptent sur nous. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir où chaque enfant est protégé, respecté et soutenu pour s'épanouir pleinement. Cette session de formation est d'une durée d'1 mois. C'est dans ce cadre que le département de l'action sociale compte organiser plusieurs sessions de formation de renforcement des capacités en collaboration avec ses partenaires techniques, notamment l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM. Ce projet est une première dans la sous-région, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons pensé que, en plus du bien-être que les centres de protection peuvent apporter aux enfants, il est essentiel aussi d'apporter des alternatives. Et ces alternatives, aujourd'hui, sont le programme des familles d'accueil transitoires. Ce programme est constitué de familles d'accueil volontaires, engagées au plan humanitaire pour se substituer de manière temporaire aux familles des enfants non accompagnés ou séparés. Nous avons aussi un volet assez important qui est un volet socio-économique qui prend en charge les familles à risque d'exclusion et les familles qui sont dans des situations de précarité économique, mais qui voudraient aussi apporter leur contribution à la mise en œuvre de ce programme de famille d'accueil. En s'appuyant sur les résultats attendus de cet atelier, il est nécessaire d'orienter et de traiter les différents dossiers des enfants et victimes de la traite des êtres humains avec respect et responsabilité. Le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local a rapporté que les pluviomètres ont enregistré au cours des dernières 24 heures les quantités de pluie que vous voyez apparaître à l'écran. Nous vous laissons avec quelques images de ce bulletin météo. Et nous refermons ce journal avec cet atelier tenu dans la wilaya du Hood el-Gharbi, axé sur la diffusion de la stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. L'atelier comprend des présentations détaillées sur les axes et éléments de la stratégie subventionnée. Moussa Diaye.
L'atelier régional Kabrit Ayoun, capitale régionale de la wilaya de Hod al-Gharbi, s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics pour la diffusion, la sensibilisation, la promotion et la protection des droits de l'homme dans les wilayas de Hod al-Sharqi, de Hod al-Gharbi et de la Saba. Dans son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, M. Ahmed Minni, conseiller du Wali du Hod al-Gharbi, chargé des affaires politiques et sociales, a dit que cette rencontre est importante car, ajoute-t-il, elle renforce les capacités des acteurs de la société civile dans les wilayas concernés. Aussi, précise-t-il, c'est une opportunité pour sensibiliser les citoyens sur l'importance du respect de la dignité humaine. Prenant la parole au nom de la mission du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Mohamed Oulhamed. Pour lui, cet atelier d'Ayoun vient concrétiser les actions du gouvernement à travers le contenu de la stratégie nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Mauritanie. Au cours de cette cérémonie, plusieurs intervenants ont pris la parole, notamment les élus locaux des différentes zones impliquées dans ces dossiers et le président du Forum régional des organisations de la société civile au Hod al-Gharbi. Tous ont salué cette initiative tout en remerciant ceux qui ont contribué à l'organisation de cet atelier d'Ayoun. Faire de cette rencontre d'Ayoun, capitale régionale de la wilaya du Hod al-Gharbi, un atelier technique et régional n'est qu'une importante étape déjà franchie pour concrétiser les efforts du gouvernement pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Mauritanie. Voilà qui met fin à cette édition. Le rappel des titres. Le Conseil des ministres a examiné et adopte plusieurs projets de décrets et de lois lors de sa réunion hebdomadaire, dont un portant sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Dans ce journal, vous avez suivi la clôture de la session parlementaire extraordinaire consacrée à l'approbation de la déclaration de la politique générale du gouvernement. Vous avez également suivi l'atelier de consultation sur le plan d'action du HCR pour la Mauritanie 2025-2026 organisé par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le HCR Mauritanie. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah. Et selon le planning de service, vous serez en compagnie de Sidi Mohamed Diagana. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. موعد سياسي